Bernard-Henri Lévy et Marc Bonan, bonjour. Bonjour. Vous partagez l'affiche des soirées Wagner qui se donnent à Genève les prochaines, le 30 avril, le 12 mai. On va parler de ça, de l'éloquence qui est votre marque de fabrique. Ces soirées Wagner, thème a priori pas si facile. Wagner, antisémite, faut-il le condamner, faut-il le jouer? Ça marche. Le grand théâtre, une très grande salle pleine. C'est flatteur pour vous, Bernard-Henri Lévy? C'est flatteur pour les Genevois qui se les déplacent, Suisses, ils viennent de partout. qui se déplacent en grand nombre, en effet, pour assister à ce procès Wagner, qui n'est pas si facile. La dernière fois, nous parlions de la relation de Wagner et de Nietzsche, nous parlions de la relation de Wagner, Baudelaire et Mallarmé. C'est quand même, sans nous flatter, c'est plutôt de haut niveau, et qu'il y a en effet 1300, 1400 personnes qui viennent écouter cela, je trouve ça formidable. Marc Bonan, vous qui êtes plutôt inégalitariste, ça doit vous... Alors, tous ces gens qui viennent vous écouter pour des thèmes aussi compliqués... Mais parce que c'est une élite, rien qui me mette mal à l'aise. Non, pour être tout à fait sérieux, c'est vrai que c'est frappant, c'est agréable, mais c'est frappant de voir qu'il y a 1200, 1400 personnes qui viennent sur des thèmes plutôt difficiles. Alors, naturellement, la notoriété de Bernard-Henri Lévy joue un rôle, mais qui viennent sur des thèmes difficiles, qui ne sont pas des thèmes confortables, et qui, de surcroît, ne sont pas nécessairement d'actualité. Alors, vous savez que nos contemporains ont ce travers singulier d'aimer que ce qui leur rappelle leur temps. Et voilà qu'ils viennent dans quelque chose d'un peu intemporel. Je trouve ça très remarquable. La part de curiosité, y compris peut-être malsaine, des antisémites dans la salle, il y en a, forcément. Bernard-Henri Lévy, vous ne croyez pas? Écoutez, je ne les reconnais ni à la physionomie, ni à quoi que ce soit, donc je ne saurais pas vous dire, mais je n'ai pas le sentiment, franchement. Les antisémites, je ne crois pas qu'ils aient une tendresse ni pour Marc Bonan, ni pour moi. Et en ce qui me concerne, ils connaissent mes positions. Alors, il est enfin... Dans ses représentations, dans ses spectacles. Il n'est pas question de Dieudonné, il n'est pas question d'Alain Soral, il n'est pas question de tout ça. Enfin, ils savent à qui ils ont affaire. Curiosité, en tout cas, de vous voir plaidant, contre Wagner, pour la défense de Wagner, c'est votre rôle d'avocat. Curiosité de vous soupeser, qui est le meilleur. Vous êtes deux phénomènes d'éloquence. Votre regard de l'un sur l'autre, Bernard-Henri Lévy. D'abord, le phénomène Marc Bonan, évidemment, tous les Suisses le connaissent. La première fois que vous l'avez écouté improviser, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Écoutez, la première fois que j'ai rencontré Marc Bonan, d'ailleurs, il était avec Marc Fumaroli, et il y avait là une sorte de concours d'éloquence, comme on en faisait au temps de Cicéron, comme on en faisait dans la Rome ancienne, et c'était assez extraordinaire. Et je me suis dit, en écoutant cet homme que je ne connaissais pas, que je ne connais pas, enfin on se connaît bien maintenant, un peu mieux, mais pas si bien, qu'il est probablement un des très grands orateurs de langue française aujourd'hui. Voilà, c'est un fait, c'est un spectacle. Alors on me l'avait dit, mon fils qui est avocat m'avait dit cela. Il m'avait dit c'est un spectacle que d'entendre cet homme plaider. Oui, parce qu'il y a des concours d'éloquence, on appelle les Berryer, je crois. Les Berryer. Alors, vous êtes une star internationale, Marc Bonan, parce qu'évidemment... Voilà qui est vertigineux. Mais puisque vous parlez de notre amitié, c'est une amitié intellectuelle. Et c'est donc très proche, me semble-t-il en tout cas, ça exige la vie de la passion. J'aime beaucoup les passions intellectuelles. Je les trouve moins décevantes que les autres étreintes, parce que... Enfin, pour mille raisons. Et alors, l'intelligence de Bernard-Henri est une intelligence qui chante. Et c'est le superbe intellectuel, parce que c'est le rapport énamouré avec les mots, les idées, avec une quête intranquille du juste et du vrai, mais pas nécessairement obsessionnelle. Et puis, il a une manière d'être angoissé, intellectuellement angoissé, qui pour moi est un chant. L'éloquence de Bernard-Henri, vous avez deux éloquences différentes, peut-être plus baroques, peut-être plus atticistes chez vous, vous avez des phases plus courtes. Comment vous jugez l'éloquence de votre camarade? Si vous voulez faire la distinction antique entre Cicéron et Hortensius, sans doute. Mais non, mais bien sûr, son éloquence a quelque chose d'attique, parce que c'est une éloquence sobre. C'est une éloquence épurée. Probablement, je suis plus débordant parce que je suis plus futile. C'est-à-dire que jamais la rigueur ne l'abandonne. De temps en temps, moi, je fais le choix d'école buissonnière. Vous savez comment fonctionnent les salles. Il y a une concurrence, toujours, qui est le meilleur.
Franchement, il y a des instants où vous vous dites, par exemple, il en fait trop, en écoutant Marc Bonan. Écoutez, Ah bah moi, oui, tout le monde se dit ça parfois. non, je vais vous dire, je veux pas, ça va peut-être vous paraître alors là futile, mais je ne suis pas un tempérament. Vous savez la fameuse phrase de Drieux sur Malraux ou de Malraux sur Drieux, ah le petit copain, le petit copain. Je crois que c'est Drieux quand Malraux a le prix Goncourt ou l'inverse. Moi, je suis heureux quand mes amis excellent. Ça vous porte? Ça me porte, ça m'enchante. Je suis le premier à admirer. Et quand je vois Marc Bonan partir comme ça dans les grands décors de la grande éloquence, non, je ne me dis pas qui est le meilleur. Je me dis juste que c'est un spectacle, une espèce de virtuosité que je suis le premier à trouver étourdissante. Marc Bonan, rassurez-nous, vous êtes un improvisateur de génie. Est-ce que parfois vous vous demandez dans votre phrase quand est-ce que je vais retomber sur mes pattes ou ça n'arrive jamais? Je me le demande tout le temps. Non, ne faites pas le faux modeste, franchement. Non, parce mais... que vous êtes un phénomène. Vous êtes un phénomène de langage. Comment ça marche dans votre tête? Non, mais écoutez, l'improvisation, c'est une chose un peu particulière. Mais il faut d'abord être un peu certain de ses moyens de langage. Et puis, partir de l'idée que 30 ans, 50 ans de lecture, de réflexion, de rencontres ont déposé par sorte de strates un peu de savoir. Le propre de l'improvisateur, c'est qu'il peut convoquer au moment, à ce moment-ci, ce qu'il lui faut. Il a des petits serviteurs zélés qui viennent lui apporter la matière qu'il a parfois passé une vie à penser. Alors, ça, c'est l'improvisation. L'inconvénient de l'improvisation, c'est comme vous le suggérez, il y a des moments où on se perd soi-même. Je dis volontiers que c'est comme les adultères. De partir, c'est rien. C'est les retours qui sont difficiles. D'où vient la rage chez l'un et chez l'autre? Je vous ai vu l'un et l'autre sur scène, à des occasions différentes, très malades, et donnant quand même le discours ou la conférence, etc., ayant même de la peine à parler, fiévreux, etc., mais y allant. D'où est-ce que ça vient? En ce qui me concerne, la rage, je ne sais pas la rage, mais en tout cas, moi, je ne suis pas avocat. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous nous sommes partagés les rôles. Marc Bonan, dans notre histoire Wagner, assume le rôle ingrat d'avoir à défendre parfois l'indéfendable. Et il le fait avec métier, donc brio dans son cas. Moi, je ne serais pas capable de défendre l'indéfendable. Dans le cas présent, Wagner, qui pour moi est un antisémite radical, je pense que c'est ce que je vais démontrer le 30 avril, que son antisémitisme contamine son œuvre musicale. Je pense qu'on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Et je pense que le wagnérisme, le culte religieux de Wagner tel qu'il se pratique à Bayreuth est quelque chose de détestable. Vous n'y êtes jamais allé, par exemple? Jamais. Et je n'irai jamais. Alors, Bernard Lévy, le fond de l'affaire, expliquez-nous. Wagner antisémite, c'est un fait antisémite féroce. Et là-dessus, vous êtes d'accord l'un et l'autre, hein? Oui, c'est même probablement le premier antisémite moderne. C'est-à-dire, il y a les antisémitismes à l'ancienne, l'antisémitisme catholique, il y a l'antisémitisme des Lumières. Et puis, Wagner opère la grande synthèse de tous les antisémitismes anciens et modernes, et il fabrique quelque chose qui va jusqu'à Hitler. Mais l'idée vous de me demandiez détruire... quelle est ma rage. Ma rage à moi, mon désir, qui est très différent de celui de Marc. Lui, encore une fois, est avocat. Moi, c'est le désir de la vérité. Moi, c'est ça qui m'anime en général. Même là où je m'emploie à l'école de Marc, d'essayer d'être un peu plus léger, naturellement. Et j'essaie d'être... voilà, mais quand même, il y a ce désir d'aller au plus près du vrai. Wagner antisémite, vous donnez des exemples extrêmement édifiants. Par exemple, Wagner disant qu'il rêve de détruire tous les juifs. C'est vraiment quelque chose qui est dans ses pamphlets, dans ses lettres, dans sa conversation. Oui, il faut s'entendre. Ça sent tempérer la colère contre l'antisémitisme, qui est une passion absurde et meurtrière. Mais chez Wagner, l'idée de destruction n'est pas ce qu'elle deviendra dans le Troisième Reich. C'est une destruction, je dirais, plus psychique que physique. La première idée de Wagner, c'était que le juif, en raison de ses singularités ou de sa supériorité, était inassimilable et donc dominateur et corrupteur. Et qu'à partir de ce moment-là, je pense qu'il rêvait de Palestine. Il y a une chose tout à fait intéressante, le temps n'était pas encore au sionisme, mais beaucoup d'antisémites sont des sionistes fervents, parce que c'est une manière d'assigner à un autre lieu ce qu'ils considèrent être un danger
pour une histoire, une tradition et une sensibilité. Alors, il y a des anecdotes terribles, de sadisme même à l'égard de gens de musique juifs. Je crois que c'est Hermann Lévy, compositeur juif, avec lequel Wagner et sa femme jouent. Bien sûr. Alors ça, c'est une chose sur laquelle les Wagnériens insistent souvent. Ils disent « Ah, mais regardez, le chef d'orchestre de Parsifal s'appelait Lévy. Il s'appelait Lévy pour une seule raison, c'est qu'il y avait quelqu'un de bien qui était Louis II de Bavière et qui avait dit à Wagner « Je t'offre mon orchestre de cour, je te l'envoie à Bayreuth, mais enfin tu le prends en bloc, y compris avec Hermann Lévy, dont Wagner et Cosima se seraient volontiers passés. » Et ils lui ont fait payer cette exigence de Louis de Bavière au prix fort. Des humiliations, des vexations, le conduisant au bord du baptême, et puis ensuite lui en refusant le droit. Enfin, c'est des choses absolument pathétiques. Et puis, pour ce qui est quand même, bien sûr que Wagner, c'est pas Hitler, mais il y a du fantasme génocidaire. Quant à propos, je crois que c'est en 1879 ou 80, il y a un grand incendie à Vienne, au Ring Theater, où périssent 900 personnes dans les flammes, lors d'une représentation de la pièce de Lessing, Nathan le Sage. Et Wagner dit quel dommage que tous les Juifs de Vienne ne se soient pas retrouvés enfermés dans ce théâtre et n'aient pas brûlé tous ensemble. Donc il y a, malheureusement, c'est un fait, et ça je le dirai aussi lors de notre prochaine session, il y a ce fantasme exterminateur. Lorsqu'il dit que les Juifs sont des punaises, par exemple, et qu'il faut les liquider comme tels, on n'est pas loin d'Arquier de Pellepoix qui disait aux Juifs sont nagazés que des poux. Est-ce que vous comprenez l'un et l'autre, les antisémites? Ils sont très présents aujourd'hui sur Internet, dans toute l'affaire Dieudonné, on en a évidemment beaucoup parlé. Ces gens qui ramènent toujours aux Juifs, les Juifs responsables, les Juifs sont un groupe, les Juifs sont un lobby, etc. Est-ce que vous comprenez ça, Marc Bolan, par exemple? Sans l'excuser, mais est-ce que vous comprenez ça? Je veux dire, non, mais simplement sur le problème d'Hermann Lévy, ce que dit Bernard-Henri est naturellement juste. Il faut savoir que Parsifal est, à mon sens, pour le déshonneur de Wagner, un drame chrétien. C'est très claudélien, Parsifal. C'est là où, soudainement, celui qui était athée, socialiste, devient pathétiquement chrétien, avec toutes les valeurs de compassion. Il a substitué la piété et la pitié, quelque chose de... Alors, de voir un chef d'orchestre juif, il se trouve que la plupart de ceux qui ont conduit ces opéras étaient juifs, tout simplement parce que le talent était là, et ils devaient bien s'y résigner. Le problème de Parsifal était un peu particulier compte tenu de ce côté drame chrétien et qui voit au fond, pour finir, Parsifal déchiqueté au pied de la croix du Christ. On pouvait imaginer que le public ne l'aurait pas perçu. Et Bernard-Henri a raison, c'est Louis II de Bavière qui l'a imposé, et Cosima, mais il ne faut pas confondre Cosima et Wagner. Cosima avait l'antisémitisme de son mari sans le génie de son mari. Il faut se méfier des veuves. Alors, Bernard Lévy, des antisémites qui ont des amis juifs, Dieu sait, c'est un exemple qui est souvent donné, des antisémites qui peuvent avoir des amitiés juives. Est-ce que vous êtes arrivé de comprendre les antisémites? Je comprends comment ça marche, oui, bien sûr. Je comprends autant qu'on puisse comprendre le délire. Et j'y ai surtout beaucoup réfléchi. Comment ça marche, le délire d'un antisémite? Qu'est-ce qui se joue là? Quel type de rivalité mimétique? Quel genre d'obsession et de culpabilité? Quelle part de haine de soi? C'est un phénomène complexe, bien sûr, l'antisémitisme, qu'il faut combattre sans faiblir, qu'il faut combattre sans se poser de questions, qu'il faut combattre par la loi, qu'il faut combattre par tout ça. Mais on peut aussi essayer de le comprendre, évidemment, de savoir comment ça marche. Et j'ai beaucoup écrit là-dessus. Et je vais essayer, dans nos 2 dernières séances, je vais essayer, dans le cas de Wagner, de montrer, en effet, quel est le dispositif discursif par exemple... Le fait que les Juifs, soient si particuliers dans l'histoire, un peuple qui a cette persévérance de revenir sur le lieu de son ancienne nation, le fait, les Juifs souvent le disent, on a eu tellement de prix Nobel, est-ce que vous reconnaissez cette particularité des Juifs, ou c'est dangereux déjà de dire ça? Non, il n'y a pas plus de prix Nobel. Et revenir au lieu... Souvent les Israéliens eux-mêmes, par exemple, sont les premiers à dire « Ah, voilà, nous avons tant de prix Nobel ». Les Arméniens, par exemple, ont le même désir et ils l'ont incarné aussi.
de bâtir une Arménie. On vous sent différent là-dessus, Marc Bonan. Il y a une particularité du peuple juif. Parce que, et d'abord, il y a une particularité, il y a une singularité que moi je considère comme étant une supériorité de l'esprit. Ensuite, il peut y avoir des explications. Pourquoi ce peuple est infiniment plus intelligent, avec certainement des exceptions aux marges, que la plupart d'entre nous. Est-ce que le fantasme ou la représentation d'une élection l'a conduit à se hisser à la hauteur de cette préférence du Très-Haut? Est-ce que tout simplement le malheur a ceci d'heureux qu'il contraint l'homme à trouver en lui des ressources insoupçonnées? Est-ce que le fait d'avoir été assigné à la spéculation, ce par quoi je ne vise pas l'argent, mais les métiers de l'esprit, du les métiers de l'esprit, le fait d'avoir été tellement méprisables, persécuté pour les Juifs, ça les a poussés à se replier? c'est pas un repliement. Et à s'ouvrir. Je ne pense pas. Vous savez, les Juifs inventent quand même le contraire du repliement, c'est-à-dire l'universalisme. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont ici aujourd'hui avec nous, mais je suis venu pour tous les autres, dit le Très-Haut à Moïse, dont parlait à l'instant Marc Bonan. Donc ça aussi, c'est un mythe. Le Juif replié... Israël est une des sociétés, contrairement à ce que disent les crétins, les plus ouvertes, les plus multiethniques, les plus cosmopolites. C'est la seule démocratie que je connaisse où il y ait à la fois des Européens, des gens qui viennent des pays arabes, mais le des gens qui viennent... communautarisme, on a eu récemment dans l'actualité l'exemple de la fameuse affaire du fils de Netanyahou qui sortait avec une non-juive, posait un problème à beaucoup de juifs. Évidemment, si ça arrivait, ils ont tort. Si ça arrivait à un chrétien, on dirait des intégristes, c'est très grave. Qu'ils réfléchissent à l'histoire du roi David et à d'autres grands juifs. Marc Bonan, vous venez d'un milieu, on en parlait tout à l'heure, qui est très vieille Genève, où notamment Oltramar, il y avait des personnages antisémites très connus qui étaient très en cours, qui connaissaient vos parents par exemple. Quel regard vous avez sur cet antisémitisme mondain, ou en tout cas admis tel qu'il existait avant-guerre? C'était avant la Shoah. Oui, alors il faut naturellement distinguer. L'antisémitisme d'avant la Shoah peut être pensé. Je ne suis pas de l'avis de Bernard-Henri, il s'agit bien sûr de condamner, mais il disait condamner sans se poser de questions. Je pense que jamais une condamnation, serait-elle pénale, n'a fait reculer l'abjection de la pensée. On le fait reculer l'abjection de la pensée qu'en lui permettant de s'exprimer. La pensée abjecte s'asphyxie à l'air libre, elle progresse dans les interdits. Ensuite, il faut contextualiser les choses. Je ne dis pas que le contextuel tient lieu de tout, et notamment du texte, mais l'antisémitisme d'Oltramar dont vous parlez, que j'ai un peu, pour des raisons familiales, connu, était l'antisémitisme national d'entre-deux-guerres, gardez aussi à l'esprit, où il y avait une confusion, de même que le 19e établissait une équivalence entre le capital, c'est très marxiste, le capital et le juif, l'entre-deux-guerres, ou une partie de l'entre-guerres, voyait entre le communisme et le juif, le juif, le fourrier du communisme, a été un thème que nos pères ou nos grands-pères ont vécu et pensé. Alors, donc l'antisémitisme était aussi un anticommunisme. Marc Bonan, Bernard-Henri Lévy, pour passer au chapitre d'après, si j'ose dire, parce que pour la suite, on vous verra, 30 avril, 12 mai, à Genève, Wagner, l'antisémitisme. Vos deux machines intellectuelles, ceux qui vous aiment ou qui vous détestent, il y en a pas mal dans les deux cas, reconnaissent ça, certainement. Comment est-ce qu'on devient, Bernard-Henri Lévy, comment est-ce qu'on devient Marc Bonan? Cette maîtrise du langage, elle vient d'où? Très naïvement posée. Qu'est-ce que vous dites à ça? Elle vient de la lecture de grands textes et elle vient du fait de prendre très au sérieux, dans mon cas, et je crois dans celui de Marc Bonan, depuis très longtemps, les grandes questions, les grands livres, la spéculation intellectuelle. Je crois que nous avons ceci de commun, que nous plaçons peu de choses au-dessus du commerce des idées, de leur querelle, voilà. Donc, est-ce qu'on peut rester, égalitaire? Alors, vous êtes de gauche et vous êtes de droite, tout à fait revendiqué. Marc Bonan, vous avez souvent dit que vous n'êtes pas pour l'égalité. Oh, mais d'aucune manière. Est-ce que l'égalité intellectuelle, elle existe? Ou est-ce que franchement, dans votre cas, on n'a pas toujours un complexe de supériorité en disant « Ah, les sots ». Non. Alors il faut s'entendre. Ce glissement de l'égalité des âmes à l'égalité des hommes est une chose qui, naturellement, ne m'est pas proche.
je nous trouve merveilleusement différents. Il y a des supériorités qui sont des clameurs, il y a des petitesses qui sont humiliantes, aussi pour celui qui les regarde. Je pense que de vouloir les hommes égaux relève d'une totale fiction, généreuse, mais absurde. Et cette revendication égalitaire est à l'origine de tous les troubles parce que l'homme fait le constat de son inégalité et il entend le chant de la promesse égale et il devient amer et envieux et abominable. Mais alors, Attendez. Il est réactionnaire. Oui, bien sûr. Mais alors, il devrait... Marc, on n'est pas face à face, là, ça fait bizarre, mais alors vous devriez, peut-être ce sera le thème de notre joute de 2015, alors relisez Tocqueville. Parce que Tocqueville pose exactement cette question. Comment faire pour que cette belle idée régulatrice qu'est l'égalité, qui est un beau rêve, comment faire pour qu'elle ne dégénère pas en envie, en ressentiment et en cruauté sociale? Voilà. Ça, c'est la grande question qui se pose aux sociétés démocratiques. Ne pas faire son deuil de l'égalité, tout en sachant qu'elle peut être porteuse, en effet, de ce que vous dites et que, avant vous, des grands philosophes, à commencer par Nietzsche, ont magnifiquement décrit. À l'heure de noter vos ressemblances et vos différences, Marc Bonan, vous êtes de droite, militariste, mais athée, complètement athée, revendiqué. Ça vient d'où, ça ? Je ne sais pas d'où vient la lucidité. Oui, je suis athée, j'allais dire grâce à Dieu ou hélas. Je ne doute pas qu'il y ait un bonheur à la caresse de la grâce. Je crois avoir un type de spiritualité. Est-ce qu'elle s'exaucerait dans l'idée que Dieu est ? Probablement pas. Donc après, rien. Je crois à l'esprit. Plus à l'esprit qu'aux esprits. Et Bernard-Henri Lévy, vous avez écrit tant de livres sur la conviction la plus intime. Je n'ai pas souvenir que vous ayez été très prolixe, c'est-à-dire être croyant ou pas, simplement. Non, je ne suis pas croyant. Moi, j'ai écrit il y a très longtemps un livre qui s'appelait « Le Testament de Dieu ». Ce titre dit bien ce qu'il dit, c'est-à-dire que j'ai fait mienne, comme je crois la plupart de mes contemporains, cette mauvaise nouvelle annoncée il y a maintenant bien longtemps de la mort de Dieu, mais je pense en même temps que si l'on n'est pas attentif à son testament, si on ne le reçoit pas, si on ne le transmet pas, alors on va à la barbarie. Je crois les deux choses à la fois. Et c'est ça ce qui est, à mon avis, le grand défi de notre temps, ce temps comme ça de nihilisme achevé. Lorsqu'on est athée, lorsqu'on pense que Dieu est mort, lorsqu'on pense cette difficile croyance jusqu'au bout, Sartre disait que c'était l'aventure intellectuelle la plus redoutable et la plus difficile, Sartre, d'être athée, que c'est la plus rude des aventures intellectuelles, mais qu'il faut la mener au bout. Et la mener au bout, ça veut dire essayer d'être porteur de ce qu'il a laissé, en s'en allant. Je faisais le compte des années. 1977, 77, c'était la barbarie à visage humain. Oui. Ça fait un bail que vous êtes dans le paysage. Oui. Vous, Marc Bonan, vous êtes dans nos archives de la RTS aussi depuis très très longtemps. Quand vous revoyez les images de vous, les encombrer, oui. Jeune avocat, débutant, la première grande affaire, c'était quoi ? La notion de grande affaire est une notion qui m'est étrangère, parce que pour celui qui joue sa liberté plus sa vie, elles sont toutes majeures. Mais probablement celle qui m'a le plus marqué, c'était la défense du bâtonnier Jacou, pour 1000 raisons. Mais voilà. Qu'est-ce que vous avez appris depuis lors ? Qu'il faut croire éperdument en la justice en la sachant totalement illusoire. C'est-à-dire que tout en nous aspire vers une existence que la raison nie, et voilà, c'est cette espérance qui n'en finit pas de nous mouvoir. Mais si vous permettez, c'est pas le plaisir d'avoir le dernier mot. Quand vous parliez de l'éloquence, je veux dire à quel point je pense que Bernard-Henri Lévy a raison. Il n'y a pas d'orateur qui ne soit d'abord un lecteur. La lecture est la mécanique vivante de l'éloquence. Et probablement, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, une certaine facilité d'expression, sont ceux qui vivent dans la familiarité quotidienne des textes écrits. Alors, je vous pose la même question. Qu'est-ce que vous avez appris depuis 77 ? Vous avez pris beaucoup de coups, vous en avez donné aussi. Qu'est-ce que vous avez appris ? À peu près la même chose. C'est-à-dire que alors, je crois que Marc Bonan disait la justice. Moi, je dirais la vérité est la chose la plus désirable, même lorsqu'on la sait hors d'atteinte. Voilà, je crois qu'elle est désirable, je crois qu'il faut la vouloir de toute son âme et de tout son cœur,
toute la vérité, hein, et pas céder au relativisme qui dit chacun sa vérité, etc., mais tout en sachant qu'elle est comme un horizon qui se déplace à mesure qu'on croit s'en approcher. Merci à l'un et à l'autre. Rendez-vous à Genève, 30 avril, le 12 mai, les soirées Wagner, où vous serez ensemble, vous plaidez l'un contre l'autre. Merci beaucoup. Merci. Merci.